Chers amis, chers confrères, je vous remercie d'avoir accepté de participer à l'étude Orfavic qui constitue la suite de l'Observatoire de la résistance du cytomégalovirus aux antiviraux mené par le CNR de 2006 à 2010. Nous allons d'abord vous présenter les enjeux d'Orfavic avec brièvement le rappel des principaux résultats de l'étude précédente, puis le protocole lui-même et les documents pratiques bien entendu. L'Observatoire français de la résistance du CMV aux antiviraux, financé au PHRC interrégional, s'est déroulé de 2006 à 2009. Il a été prolongé en 2010 et les inclusions se sont arrêtées en août 2010. Dans cette cohorte prospective, qui était multicentrique et qui avait pour but d'étudier la résistance dans la vraie vie, nous avons pu inclure, grâce à vous, 846 patients, des patients qui étaient virémiques, donc qui avaient une infection à CMV, et qui étaient des receveurs d'organes ou des receveurs de cellules souches hématopoïétiques. Parmi ceux-ci, 693 patients ont reçu un traitement prophylactique ou curatif. Cela a regroupé 33 centres répartis dans toute la France. Les patients étaient surveillés à partir de la première infection active à CMV et la résistance était systématiquement recherchée, au moins par le génotype, au-delà de 21 jours de réplication virale sous traitement. Ce qui nous a permis de classer les patients qui ne répondaient pas au traitement, donc qui continuaient à répliquer à 21 jours de traitement, en patients qui possédaient une résistance virologique, donc avec un mutant, ou des patients qui présentaient une résistance clinique sans virus résistant détectable. Une première publication a été publiée en 2010 dans le Journal of Antimicrobial Therapy au nom du groupe des investigateurs. L'analyse des données pour l'ensemble de la cohorte est en cours et nous vous en donnons ci-dessous les principaux résultats qui ont conduit à mettre en place le protocole Orfavic. Brièvement, le déroulement de l'étude, tout patient transplanté, receveur d'allogreffe de moelle ou de cellules souches hématopoïétiques ou d'organes solides, était inclus au moment de la première infection active à CMV. En cas de non-réponse au traitement, ce patient bénéficiait d'une recherche de résistance qui était faite gratuitement par le CNR-CMV, par l'envoi de prélèvements au laboratoire référent pour la recherche de résistance virologique. Une culture pour isolement viral était réalisée pour essayer d'obtenir un phénotype de résistance qui permet de tester les antiviraux classiques et les nouveaux antiviraux, et une extraction d'ADN pour faire systématiquement une amplification des gènes UL97, cible principale de résistance au ganciclovir, et UL54, cible de résistance à tous les antiviraux, qui permettait de détecter les mutations connues, qui a permis également de détecter des mutations nouvelles. 846 patients ont été inclus. Vous voyez ici que la répartition des centres était assez large. Et lorsque vous regardez la répartition en type de greffe, vous voyez qu'étaient principalement inclus des receveurs de reins, mais également d'autres types d'organes et des receveurs de cellules souches hématopoïétiques. Et ça correspond à la répartition classique des greffes en France. La moitié de ces patients ont reçu une prophylaxie, dont certains ont eu une prophylaxie qui a été suivie d'un traitement curatif. D'autres patients ont reçu un traitement soit préemptif, soit directement curatif. C'est ceux qui sont sans prophylaxie et avec traitement. Lorsqu'on regarde les données de résistance, nous avons chez les patients traités, chez les 693 patients traités, 15,6% de non-réponse au traitement à J21. Parmi ces non-répondeurs, 7%, soit la moitié des patients, hébergeaient une souche résistante et 8% d'entre eux n'avaient pas de souche résistante détectable. Le suivi prospectif de ces patients, avec un recueil de données que vous avez bien voulu nous fournir également de manière prospective, a permis de calculer une incidence de la résistance qui est de 2 pour l'ensemble des patients, de 2 également pour les patients sous prophylaxie et de 1,96 pour les patients qui ne recevaient pas de prophylaxie. On voit donc qu'il n'y a pas de différence majeure entre les patients qui ont reçu une prophylaxie et ceux qui n'en ont pas reçu, ce qui est intéressant en termes de prise en charge des patients. Lorsqu'on regarde la répartition des mutations, comme la majorité des patients sont traités par ganciclovir ou par valganciclovir, puisque cette étude prenait place au moment
de l'utilisation du valganciclovir en traitement prophylactique notamment, pour une durée de 3 mois, on voit que 95% des résistances sont liées à des mutations du L97 qui sont dans les domaines attendus habituellement. Cependant, les mutations de l'ADN polymérase ne sont pas rares puisque 21% des cas de résistance virologique sont liés à des mutations dans UL54. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque patient, on va trouver une mutation différente avec un profil de résistance qui peut être différent, et notamment des résistances croisées, soit au cidofovir, soit au foscarnet, soit aux 2 antiviraux. Autre fait intéressant, ces mutations de résistance sont également trouvées chez des patients qui sont receveurs séropositifs, et notamment en greffe d'organes. Et donc, cela justifie de porter une attention suffisante aux non-répondeurs qui sont receveurs séropositifs, car la résistance est possible au cours des réactivations, y compris en greffe d'organes. Lorsque l'on regarde les résultats globaux chez les patients traités, vous voyez sur ce tableau le pourcentage de patients qui ont présenté une souche résistante parmi l'ensemble des patients, par comparaison avec la seule et unique étude de cohorte qui avait été publiée à l'époque et qui correspondait au traitement par le ganciclovir oral et non pas le valganciclovir, qui a été publié en 2002 par Neil Lurin. Eh bien, vous voyez, quand on regarde l'ensemble des receveurs d'organes, qu'il y avait dans l'étude de Lurin 9,50% de résistance, que nous avons 8,15% de résistance en greffe d'organes, donc pas beaucoup moins avec l'utilisation du valganciclovir. Ce qui est intéressant, c'est que l'on retrouve un petit peu la répartition avec, comme habituellement, les receveurs de poumons qui sont les plus touchés par l'émergence de souches résistantes, 15,20% dans la cohorte de Chicago, 27,78% dans notre cohorte. Il faut souligner que nous n'avons pas beaucoup de patients inclus et il serait intéressant de développer cet aspect des choses. Ce qui est particulier dans les receveurs d'organes chez nous, c'est qu'il y a beaucoup de résistance en greffe de rein, 2,20% dans la cohorte de Chicago versus 8% dans notre cohorte, et il serait intéressant d'en comprendre les causes. Enfin, nous présentons ici les premiers chiffres de cohorte concernant les receveurs de cellules souches hématopoïétiques, et l'on voit très clairement qu'il y a 3,13% de patients qui hébergent des souches résistantes, mais que cela ne représente pas plus du tiers de l'ensemble des patients non répondeurs en greffe de cellules souches hématopoïétiques. Nous avons également dans cette première partie de l'étude étudié l'impact de la résistance, de l'émergence d'une souche résistante, et clairement on voit que cet impact est défavorable avec une persistance de la virémie et des conséquences en termes soit de rejet, soit de maladie SMV, soit de maladies liées à d'autres virus. Nous avions pu analyser sur les premiers patients les facteurs de risque de résistance. La primo-infection chez les receveurs d'organes est un facteur majeur déjà connu d'émergence de résistance. Nous n'avons pas trouvé d'éléments en faveur de la prophylaxie comme facteur favorisant les résistances. Et nous n'avons pas trouvé non plus d'implication de l'induction par des sérums antilymphocytaires. Ces résultats sur les premiers patients devront être confirmés ou analysés de manière plus poussée sur l'ensemble de la cohorte. Nous avons eu l'opportunité de doser au moment de l'émergence de la résistance, ou tout au moins au moment de la non-réponse, le ganciclovir chez les patients qui avaient reçu cette molécule. 46 patients ont eu des dosages, 16 patients ont eu des dosages itératifs, et ce qui est intéressant, c'est que 12 patients parmi ces 46 sont sous-dosés au premier dosage, ce qui signifie qu'une mauvaise adéquation du ganciclovir ou une mauvaise administration du ganciclovir, et cela avait déjà été souligné dans l'étude de David Boutolo publiée en France, une mauvaise adéquation du ganciclovir pourrait être à l'origine éventuelle de non-réponse ou de l'émergence de résistance. J'ai été un petit peu plus loin en regardant le nombre de changements de ligne thérapeutique chez les patients, et ce qui est intéressant, c'est que de manière significative, les patients chez lesquels on voit émerger une résistance sont ceux chez lesquels on a le plus souvent modifié les lignes thérapeutiques, soit changer le dosage de ganciclovir, soit passer du valganciclovir au ganciclovir IV rétrospectivement et respectivement, soit passer du ganciclovir au foscarnet ou au cidofovir et inversement. Donc le rôle de l'exposition à l'antiviral nous est apparu un facteur majeur dans l'émergence de résistance et quelque chose qu'il faut étudier.
Alors qu'en est-il actuellement et quelles questions peut-on se poser? Les recommandations internationales, publiées en 2010, ouvrent la porte à la possibilité de traiter en prophylaxie de manière plus prolongée par le valganciclovir, avec, d'après les études qui ont été publiées, une diminution nette de l'incidence de la maladie ACMV. Dans ces recommandations, on trouve également la nécessité d'éviter les sur- ou les sous-dosages en ganciclovir ou en valganciclovir et la nécessité d'adapter précisément le traitement par valganciclovir à la fonction rénale. Et donc vous voyez que dans ces recommandations, une part importante est faite au dosage des antiviraux, non pas recommandation du dosage, puisqu'on n'en connaît pas encore bien les indications, mais la nécessité de bien adapter les doses d'antiviraux. Quelles sont les questions qui restent en suspens à l'issue de notre première étude de cohorte française? En ce qui concerne les causes de la non-réponse virologique, donc qu'il s'agisse d'une résistance ou qu'il s'agisse d'une non-réponse sans virus résistant, eh bien, on peut être amené à analyser des causes virologiques, pharmacologiques et immunologiques. Les questions en suspens concernant la virologie. On ne sait pas quel est le rôle des infections multiples dans la sélection des mutants résistants. On ne sait pas non plus, parce que nos techniques de séquençage ne sont pas assez sensibles à l'heure actuelle, à quel moment émerge véritablement une souche résistante. Et enfin, on n'a pas pu déterminer quel est le rôle de l'exposition globale au virus, petit pic de virémie, exposition durable avec des virémies faibles, dans l'émergence de la résistance. Des paramètres pharmacologiques sont à explorer. La place du dosage de ganciclovir, à la fois pour une meilleure adaptation thérapeutique et à la fois pour limiter la neutropénie. Eh bien, le dosage de ganciclovir reste controversé et il nous faut poser les indications correctes de ce dosage. Est-il utile? Est-il inutile? De nouveaux antiviraux vont arriver. On a déjà une ATU en France pour le maribavir. Nous avons à disposition l'artésunate. Il est également possible que dans les années qui viennent, nous ayons de nouveaux antiviraux assez rapidement. Il faudra être capable de les doser. Enfin, il existe des causes immunologiques également à la non-réponse. Est-ce qu'il existe des tests qui permettront de prédire les récurrences ou la réponse au traitement? Quelle est la place, par exemple, du test quantiferon? Ce serait une étude ancillaire intéressante de cette cohorte. Peut-on prédire la réponse virologique en fonction des paramètres génétiques du patient, par exemple des mutations dans certains gènes, toll-like récepteurs ou cellules uniques? Nous avons donc encore beaucoup de choses à explorer. Enfin, il nous faut valider l'impact des nouvelles recommandations, de la nouvelle prise en charge des patients et la mise en œuvre des nouveaux antiviraux sur l'émergence de résistance. Et toutes ces données, elles devront être intégrées dans un algorithme décisionnel. Une part importante est consacrée à la surveillance des dosages des antiviraux pour avoir une efficacité continue des antiviraux et limiter l'émergence de résistance. On a besoin d'une pression antivirale constante du fait de la persistance virale et de la persistance de l'immunosuppression qui est indispensable chez les transplantés. Il est difficile d'adapter les taux résiduels de ganciclovir aux fluctuations de la fonction rénale et cela peut conduire à des sous-dosages. Les neutropénies amènent également à de nombreuses modifications de dose qui peuvent entraîner des fluctuations de la dose plasmatique du ganciclovir. Donc est-ce qu'il faut vérifier le dosage d'antiviral à l'équilibre? La question est posée. Faut-il suivre les dosages? Faut-il mesurer l'exposition plasmatique au ganciclovir au moment de la résistance? Est-ce que cela peut avoir un impact? Certainement en cas de non-réponse, lorsqu'on est sous-dosé en ganciclovir, on peut d'ores et déjà mesurer le dosage plasmatique et adapter les doses de ganciclovir. Les dosages des antiviraux, ça a un intérêt virologique évident puisque ce sous-dosage peut être à l'origine d'une non-réponse virologique. Et ça peut être intéressant aussi pour certaines mutations qui ne confèrent qu'une résistance modérée et pour lesquelles une augmentation de dose, par exemple un doublement de la dose administrée de ganciclovir, peut permettre de contrôler l'infection. Cela a été souligné dans les recommandations internationales. Enfin, il faut mettre au point et disposer de prélèvements pour valider les dosages des nouveaux antiviraux et des autres antiviraux actuellement disponibles, le cidofovir et le foscarnet parce qu'ils posent des problèmes de tolérance néphrologique, et les nouveaux antiviraux parce qu'on ne connaît pas la relation entre l'exposition clinique et leur efficacité. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le protocole Orfavic que je vais vous présenter maintenant.